C'est le club et bienvenue à tous. Et dans un premier temps, j'aimerais féliciter et remercier nos téléspectateurs de l'Est du pays, à Goma plus précisément. On était ensemble la semaine dernière et merci pour vos encouragements, les félicitations de l'équipe qui est ici en présence. Après Lubumbashi, à l'extérieur, je sais que beaucoup de nos compatriotes de la diaspora nous suivent également, mais ceux qui sont venus aussi en vacances sont ici à Kinshasa. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons faire ici une émission spéciale consacrée à la diaspora. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons faire cette émission autour de la grande question de l'Afrique, au moment où on crée Boko Haram, parce que vous savez, de l'autre côté du Cameroun, on a attrapé un hélicoptère bourré d'armes, hélicoptère d'origine française, d'après les investigations. Au même moment, au Mali, on vient de déjouer d'ailleurs une prise d'otage qui s'est mal dépassée d'ailleurs avec 12 morts. On soupçonne les islamistes encore une fois, mais au même moment encore, du côté de l'Égypte, c'est les grands travaux pharaoniques avec Sissi qui montre le biceps, avec Canal de Suez, deuxième version. Et là, il a invité énormément de chefs d'État qui sont venus constater avec les Africains que par ces genres d'initiatives, l'Afrique peut commencer à identifier les opportunités de développement parce que ce sont des milliards qui vont passer par ces canaux, alors que les Français, à l'époque, avaient mis beaucoup de temps pour faire le même canal de Suez qui était à la base d'abord de beaucoup de conflits. Mais bien évidemment, je dois vous présenter le plateau qui est garni, comme on les dit très souvent, par les grosses têtes, en commençant par Ludor Balekela, qui n'était pas là la semaine dernière parce que nous étions à Goma. Ouais. Mais d'abord, Willy Kalengai, qui était beaucoup félicité à Goma, où on était la semaine passée, et Paul Diakessé pour sa pertinence, c'est son impertinence. Hein. Il y a un intellectuel qui a dit Paul Diakessé est à la fois pertinent et impertinent. Willy Kalengai, qu'est-ce qu'on peut dire comme mot en ouverture de nos amis de l'Est qui ne jurent que par notre club? Ça nous augmente notre responsabilité. Moi, j'étais à Lubumbashi, donc il y a 2 semaines à l'inauguration d'abord la réception de locomotive de la SNCC, et puis il y a eu inauguration de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport de Loano. Et à l'occasion, on a eu l'occasion de causer avec quelques personnalités de la place. Je pense que c'est une grande responsabilité. De plus en plus, ce club est suivi. Et nous orientons, nous donnons aux gens les clés de compréhension de l'actualité. Alors, notre responsabilité doit être encore davantage accentuée parce que nous ne devons pas jouer avec l'analyse. L'analyse doit être basée sur des faits que nous maîtrisons. Et n'oublions pas, parfois nous sommes peut-être parmi les rares émissions où les débats contradictoires se font encore et où les faits sont abordés avec beaucoup de responsabilité. Donc, les politiques, quelquefois, qui nous prennent pour des francs-tireurs, ils ont parfois tort. Hein? Bon, ils ont tort parce que, vous savez, l'homme politique n'a de journaliste qu'une perception utilitaire. Vous voyez? Quand il veut faire quelque chose, le journaliste intervient comme ce qu'on appelle autre matière consommée. Oui. Et puis, il se rend compte que non, ce n'est pas de la matière consommée, c'est une âme. Et les journalistes peuvent aussi avoir sa propre déontologie, son propre éthique. Et c'est souvent difficile nos rapports avec les hommes politiques parce que notre puissance de communication, ils ont tendance à s'en approprier, à prendre ça pour eux. Et quand vous continuez à faire votre travail, on n'est pas souvent très bien servi parce que c'est souvent des malentendus. Les hommes politiques, ce sont nos leaders. En fait. Non, je vous ai dit, nous sommes de la matière consommée. Alors, Paul Diakessé, un message de professeur de l'université de Grand Lac à Goma, qui fait d'ailleurs, félicitations, 35 ans d'existence depuis 1985. Ils m'ont dit précisément ceci, féliciter Paul Diakessé pour sa pertinence. Mais ils disent également, vous êtes impertinent lorsqu'il faut être quelquefois patriote. Bon, mais ça n'engage que lui. Dommage qu'on n'a pas été convié à Goma. Peut-être que prochainement... Comme toujours. Là, c'est le protocole de la première dame. Hein, bon, mais la sélection... Mais il y a eu quand même beaucoup de... La sélection permettant la technologie, la sélection est tellement sélective que... Bon, mais c'est difficile qu'on puisse se retrouver.
Je pense que le message est passé. Nous comptons parmi nos Quand il y a des grands enjeux, téléspectateurs. nous sommes oubliés, lui et moi. C'est vrai. Hein? Nous Nous comptons parmi nos téléspectateurs la première dame. Je pense que le message est passé. Paul Diakité n'était pas de la fête à Goma. Oui, généralement, peut-être que les gens qui doivent sélectionner, s'ils sont des journalistes, ils évitent que la liste soit assez longue. Étoffée. Si la liste est longue, ça réduirait l'assiette. Alors, mais là, c'est une mauvaise façon, comme l'a dit Willy, de faire du journalisme. Nous nous rendons un peu comme des instruments ou des objets qu'on peut utiliser à bon escient. C'est pas de la mauvaise foi, c'est pas de la méchanceté. Bon, mais peut-être que prochainement, il faut toujours chercher à changer le visage. Oui. C'est toujours la même personne qui accompagne celui ou celle-là. Alors même les discours risquent de devenir propagandistes. Monochrone. Et puis ceux qui suivent vont dire, mais écoutez, c'est un marketing que nous connaissons, ces discours-là. Mais il faut changer. Parce que quand peut-être que c'est Paul Diakité qui parle de ce que vous dites, les gens seront plus attentifs que si vous en parlez. Ben justement, on a vu là-bas El Désert, était là-bas. Lui qui parfois, il est aussi impertinent, Paul Diakité. Alors, ouvrons justement cette émission avec une petite ouverture. Bienvenue Bakoumani, qui est le patron des infos, il y a des infos potentielles. C'est cet hélicoptère français qui a été capturé, pour ne pas dire saisi au Cameroun, avec des armes délivrées ou en délivrance à Boko Haram. Bien évidemment, on a beaucoup démenti en France. Un peu, les chancelleries ont dit nous ne sommes pour rien, etc. Est-ce que ça ne confirme pas les soupçons qu'on a toujours dit qu'il y a parfois des rébellions, il y a des mouvements qui sont des fabrications occidentales? Jean-Marie, merci pour cette question. Il n'y a pas de rébellions qui aient essentiellement d'origine à l'interne. C'est pour dire que... On se rappelle du Biafra. Hein? Oui, c'est partout pareil. Les rébellions ont toujours eu un point de répit où ils peuvent se retrancher en cas de difficulté. Et les rébellions qui n'ont pas le droit d'acheter les armes sur les marchés publics mondiaux s'approvisionnent à travers d'autres États. Et généralement, les Occidentaux, dans leur stratégie de déstabilisation du continent, ils approvisionnent en armes des mouvements tels que les Boko Haram. Mais c'est pas contradictoire avec toute cette campagne contre les terroristes? Justement, Jean-Marie, c'est extrêmement grave ce qui se passe. Nous sommes en droit de mettre au défi l'État français, de démontrer qu'il n'y est pour rien, que même le service secret français n'y sont pour rien. Ils sont au défi de nous les démontrer, parce que là, on avait des armes françaises qu'on avait retrouvées, et là, c'est un hélicoptère français. Ça fait quand même trop. Ça fait quand même trop. Ça fait quand même tiquer. Ça fait dire. Mais Hollande avait organisé une conférence contre Boko Haram avec une vingtaine de chefs d'État à l'Élysée. On se rappelle bien l'année passée, il y a 12 ans. Jean-Marie, nous, Africains, celui qui pleure le plus autour du cadavre est souvent le sorcier. Hein? C'est souvent le sorcier qui pleure, qui fait sortir plus de larmes. Hein? C'est souvent le sorcier. On appelle ça l'arme des crocodiles. Crocodile. Nous sommes prêts à croire que c'est cela, mais nous pensons que l'État français n'irait pas jusqu'à ce niveau-là, soutenir les terrorismes, mais nous pensons également que l'État français a intérêt aujourd'hui, avec la déstabilisation de la Libye, de faire les nécessaires pour que la stabilité, la sécurité puisse revenir dans cette région du continent. Ludo Balekelaï, est-ce que ce n'est pas là un peu... on a reproché aux États-Unis d'avoir fabriqué Oussama Ben Laden, Daesh. Aujourd'hui, on dit d'ailleurs que c'est la fabrication pour mieux gérer ces tourbillons de conflits au Moyen-Orient. Pourquoi, d'un côté, on nous sert un discours de pacifisme, Obama est venu pour dire nous sommes en guerre contre le terrorisme, etc. Et à un même moment, on finance les rébellions, on leur livre des armes, etc. Les premières victimes, ce ne sont pas les Africains eux-mêmes Tout à fait. En fait, quand on fait une autopsie historique de l'histoire même de la guerre, de l'art militaire d'une manière générale, on se rend compte qu'il est difficile à une rébellion
de tenir tête à un régime, à Oui. une armée régulière d'un État. Parce que tous les pays de la pendant sous-région, 6 mois, le Tchad, le c'est Niger, le impossible. Cameroun, le Nigeria, Voilà, une rébellion ne Boko peut pas- Haram, on se pose la question d'où viennent les armes. Voilà, une rébellion ne peut pas tenir comme ça face à un État responsable, à une armée régulière Organisée. pendant 6 mois. Mais nous constatons que depuis la dernière décennie, il y a beaucoup de rébellions qui naissent en Afrique. Le cas de figure, c'est Boko Haram que vous évoquez. Vous savez que le Tchad est engagé dans la lutte contre Boko Haram, le Cameroun et même la Guinée. Oui. Mais on se réalise qu'en dépit de cette conjugaison d'énergie pour éradiquer cette force terroriste, elle résiste toujours. Et là, voilà encore une preuve. On trouve un appareil avec des armes. On ne sait pas encore en ce moment-ci établir la responsabilité de la France. Mais si les enquêtes arrivaient à tester cela, nous aurons à le déplorer dans le cadre de cette tribune beaucoup plus libre. Mais je voudrais dire aussi que l'Occident devient de plus en plus une industrie de l'armement. Et lorsque l'Occident fabrique les armes, l'Afrique constitue un champ d'expérimentation De ces armes. de ces armes-là. Parce que chez eux, ils s'organisent pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour qu'il n'y ait pas de rébellion. Alors il faut envoyer les armes en Afrique pour les expérimenter, comme on a trouvé des nouvelles armes. Avant cet hélicoptère sur un groupe d'éléments de Boko Haram qui avaient été zigouillés par la coalition du Tchad et du Cameroun. Oui. Donc ceci démontre qu'effectivement, derrière toutes ces rébellions africaines, il y a toujours des puissances étrangères qui font du commerce. Oui. Du Et commerce d'ailleurs, à le travers dernier les armes. rapport Oui, oui. du commerce extérieur français Oui, c'est démontre de- que c'est- les oui. armes ont été vendues à une quantité, un pourcentage important. Tout à fait. Et donc, ceci constitue une menace pour l'Afrique dans la mesure où le terrorisme est en train de propulser ses tentacules dans presque tous les coins du continent noir. Et ceci est un danger, non seulement pour d'autres pays, mais pour parler plus précisément du Congo. Vous regardez au nord Kivu, avec ce phénomène des ADF, Oui. c'est vraiment inquiétant. Et quand vous regardez ceux qui détiennent ou ceux qui tiennent des grandes stations, des grands pétroliers, je voulais dire, des Oui. grandes stations service d'essence dans l'est du pays, d'une manière générale, Oui. ce sont des Somaliens, ce sont des Nigérians, et ainsi de suite. Et il faut que le service chargé du blanchiment des capitaux, de la lutte contre le terrorisme, ait vraiment les moyens de sa politique pour pouvoir enquêter sur tous ces gens-là, afin que nous ne soyons pas infiltrés par les Oui. terroristes un jour et au risque Et de d'ailleurs, l'illégalité. d'après certaines indiscrétions, Voilà. un Somalien aurait gagné un marché d'approvisionnement de la Monesco en carburant. Ah, c'est ça. Et alors, Faudra je bien- voudrais faudra terminer bien en qu'on- disant que l'Occident Oui. et les grandes puissances occidentales se font également cette guerre à travers d'autres pays. Oui. C'est le cas, par exemple, des États-Unis avec l'Iran à Oui. travers le conflit israélo-palestinien. L'Iran qui donne ses armes À la Syrie. oui, à la Syrie et même en Palestine. Et les États-Unis, d'après les rapports vraiment attestés et confirmés, qui fournissent l'Israël. Oui. Et dans tout cela, c'est Israël qui finance l'expérimentation. aussi les groupes armés. Voilà, c'est l'expérimentation des armes à travers certains pays. Nous craignons que ceci, si les dirigeants africains n'ouvrent pas l'œil et le bon, puissent vraiment nous amener à des situations que nous aurons à déplorer en termes de pertes en vie humaine, d'autant Merci plus que le beaucoup. terrorisme est un mouvement On reste, redoutable. on reste à l'international en géopolitique, Willy Kalingay, avec cette situation heureuse de l'Afrique, avec le NEPAD qui avait échoué, le NEPAD, c'est le nouveau partenariat africain proposé par à l'époque Obasanjo, Abdoulaye Wade et Thabo Mbeki d'ailleurs, qui avait proposé peut-être un schéma africain pour le développer. Ça n'a pas beaucoup fonctionné parce qu'il n'y avait pas de l'argent. Mais Sisi, à peine installé, non seulement il achète des armes, des avions auprès des Français, mais en même temps il a construit quand même un canal pour permettre le trafic de beaucoup de navires. Ces canaux, en un an seulement, inauguré il y a 2 jours. Et on a fait là une démonstration de force avec beaucoup de chefs d'État. Quelle est la lecture économique qu'on puisse faire par cette démonstration de l'Égyptien? Enfin, un maréchal quand même. Hein. C'est vrai que j'aurais voulu parler un peu de... Allez-y, mais placez un mot. Juste un petit mot, c'est Oui. que avant d'arriver à l'Égypte, les sujets se tiennent.